Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors, il y a quelques semaines, nous avons réalisé un épisode consacré à la détection et à la recherche de compromission. Épisode auquel Stéphane Lebert a réagi sur LinkedIn. Il souhaitait apporter quelques compléments et nous avons donc le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et merci pour l'invitation pour pouvoir justement compléter un petit peu le propos qui avait été avancé il y a quelques semaines. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors Stéphane, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr, Stéphane Lebert, donc moi j'ai créé avec Clément Roux la société Exatrack, où on fait de la recherche de compromission, on a créé la société pour ça. Donc voilà, on fait de la recherche de compromission assez variée avec du Windows, du Linux, du Mac, tout ça. Et résultat, en fait comme c'est notre métier, en voyant justement l'épisode précédent, je me suis dit qu'il y avait peut-être 3 petites choses qui auraient pu être rajoutées à l'épisode parce qu'il est très bien en soi, il n'y a pas de souci, la question n'est pas là. C'est juste qu'on a une réalité terrain qui est un petit peu autre parce qu'on a des contextes aussi de travail qui sont autres. Et voilà, c'est des contextes de travail qu'on pourra peut-être expliciter justement dans l'épisode. Alors, quels sont les compléments que tu souhaitais apporter ? Alors, il y a plusieurs grands axes. Globalement, si je devais prendre les quelques principaux, ce serait le fait qu'il était dit qu'assez souvent on fait une recherche de compromission suite à une suspicion. Alors c'est vrai, mais pas forcément. Nous, dans la majorité des cas, on nous demande d'intervenir justement sans qu'il y ait forcément un élément qui dise tiens ça c'est on a un doute sur le fait que ce soit compromis, mais plutôt juste là on va faire un check-up. Est-ce que le système d'information est sain, également dans des phases de rachat où on va pour le coup lors d'un rachat prendre une société et l'intégrer dans la société mère, et là si on n'a pas fait un petit check-up avant, on a parfois des goodies. Donc l'objectif justement c'est d'essayer de faire une petite vérification qu'on n'apporte pas le ver dans le fruit, on va dire. Et autre chose qui arrive d'ailleurs de plus en plus souvent, c'est des RSSI qui arrivent en poste et dans leur phase de rapport d'étonnement, qui avant de construire, par exemple avec des pentests, tout ça, donc la sécurité périmétrique assez solide, justement construire un château fort assez costaud, veulent aussi faire un check du système d'information, voir si en effet on construit pas quelque chose de solide autour d'un attaquant qui est déjà présent. Donc voilà, il y avait déjà ces cas-là ces cas d'usage que j'avais eu en tête. Ah, mais alors justement, c'est intéressant parce que dans ce qu'on avait présenté, sont effectivement les cas où il y a un signalement qui dit « Ah, il y a probablement une compromission, il faudrait chercher ». On a plus ou moins un point d'entrée. Comment est-ce que vous faites, vous, quand il n'y a pas ce premier élément qui permet d'avoir une idée de où chercher ? Question parfaite, j'ai envie de dire en effet. C'est là-dessus en fait que toute la difficulté a été faite, et ça rejoint encore une fois l'épisode précédent où il y avait eu beaucoup de recherches qui avaient été axées autour de l'IOC, de l'indicateur de compromission, donc des adresses IP, des noms de domaine, des artefacts, des règles Yara, etc., qui sont plein d'éléments qui sont nécessaires à chercher. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Mais le but, et ça, c'est pourquoi justement nous on a designé un petit peu la chose, c'est d'essayer de trouver un attaquant, une anomalie dans un bruit de fond. Et en fait, quand on parle de trouver un attaquant, on fait un abus de langage en le disant, puisque en fait, ce qu'on cherche, c'est des anomalies sur un système d'information. Donc, comment on travaille, nous, mais c'est comment nous on travaille, mais n'importe qui pourrait travailler de la même façon avec l'outillage qui est nécessaire autour. C'est qu'on fait une sorte de snapshot sur plein de machines, un petit peu à la Defire Orc. Alors on a nos outils, mais c'est pareil dans l'esprit. Donc faire un snapshot sur les machines pour collecter plein d'artefacts forensiques qu'après on met tous en base. Et après, à partir de cet ensemble de centaines, de milliers de machines qu'on a en base, on va pouvoir voir un bruit ambiant et voir des choses qui sont plus ou moins normales. Et l'objectif, ça va être, au travers de tout ça, de faire 2 choses.
Déjà, identifier des signaux faibles, par exemple un exécutable qui donne une clé de run et qui est tout seul sur le parc, et donc là, bah, ça vaut le coup d'aller voir ce que c'est que cet exécutable-là. Mais également tout un système de petites alertes qui lèverait beaucoup de faux positifs en temps normal. Mais là, entre guillemets, c'est pas grave de faire plein de faux positifs, puisque bah, justement, on va faire un régrégage de signaux faibles sur cet ensemble de faux positifs. Et ça marche assez bien pour le coup. Et en fait, ça va être justement de prendre l'aspect volumétrique de l'ensemble du corpus de données, donc du système d'information. Le but, c'est de faire sur un maximum de machines pour avoir une vision la plus exhaustive possible et pouvoir justement identifier les quelques anomalies qui traînent à droite à gauche. Alors ça, que ce soit un parc Windows, comme on sait souvent, on parle des parcs Windows, mais de plus en plus, on traite aussi des parcs Linux, macOS, tout ça, parce que honnêtement, nous, les plus gros APT qu'on a vus dernièrement, c'est plutôt sur des parcs Linux, ou tout du moins sur les serveurs Linux du parc, parce que bah, les attaquants, ils commencent à être pas mal traqués avec les EDR et tout, et résultat, bah, ils vont là où ils vont moins se faire regarder, et on va dire un petit positionnement de persistance bien placé sur un Linux, on peut passer entre quelques mailles, on va dire quoi. On a même vu des cas de webcam qui servaient à chiffrer tout le réseau via des ransomware, juste en faisant des montages SMB, ce qui évitait complètement de passer sur des OS monitorés, par exemple. On a eu plusieurs cartes justement de projection sur des écrans, des cartes qui servaient à faire la gestion sur le parc, et on en a eu plusieurs fois des missions comme ça où les attaquants restaient soit sur ces cartes-là, soit justement menaient leurs activités à partir de là. Donc vraiment l'embarquer aussi, c'est quelque chose d'aujourd'hui de vraiment à prendre en compte. Et malheureusement, alors il y a les cas de ransomware qu'on peut voir d'habitude, alors qui utilisent aussi les systèmes Linux, mais un petit peu moins intensivement, pour les coups d'attaque un petit peu ciblés. Et encore une fois, par ciblé, j'ai essayé d'un petit peu qualifier mon propos, parce que y a plein de boîtes qui se disent qu'ils sont pas ciblés parce qu'ils n'ont pas de grande R&D, ils fabriquent pas de missiles ou quelque chose comme ça, on va dire. Sauf qu'il y a plein de boîtes qui sont en fait des pivots et qui vont permettre de se passer de boîte en boîte. Et ça, c'est aussi à prendre en compte quand dans son cadre de menace, de se dire bah en fait il y a les pivots, il y a les serveurs périmétriques qui sont exposés sur internet, va y avoir également tout ce qui est supply chain, il va y avoir plein d'éléments en fait qu'on n'a pas forcément en tête et qui sont très importants pour des attaquants. On voit pas mal de prépositionnement en fait d'attaquants qui laissent juste un binaire en se disant si un jour j'ai besoin de repasser, au moins j'ai ma porte quoi. Oui, puis il y a beaucoup de domaines qui se pensent pas menacés, mais qui le sont quand même, parce que les savoir-faire dans l'alimentaire, dans la logistique, dans tout un tas de domaines, on ne penserait pas forcément. En fait, ils ont une très très grande valeur, et on a centré notre attention sur le high-tech spatial aérien défense, alors que l'espionnage est bien plus global. Par contre, tu l'as cité à l'instant, les équipements, les IoT, les appliances, tous ces équipements sur lesquels on n'est pas capable d'avoir un EDR aujourd'hui, comment est-ce que vous les traitez ? Il y a plusieurs manières de les traiter. Il y a soit la manière, on va dire, out of the box, donc on va essayer de regarder par rapport à ce qui se passe autour de l'appliance. Par exemple, est-ce que l'appliance, à un moment sur le parc, communique avec Internet ? Si oui, est-ce qu'il résout un nom de domaine avant, ce genre de choses ? Donc il y a plusieurs méthodes pour essayer de regarder autour. Et sinon, il y a des méthodes pour regarder directement dessus. Mais là, ça demande un petit peu plus de créativité, nous dirons. Tu parlais de snapshot du parc. Pour moi, les deux approches sont complémentaires parce que typiquement, dans les IOC, il peut y avoir des noms de domaines, enfin des noms DNS. Et ça, tu as envie de savoir si ce domaine a été contacté une fois dans les 6 derniers mois, par exemple. Et ça, tu vas pas forcément le voir en faisant un snapshot de la machine, non ? C'est vraiment une donnée historique que tu vas pouvoir trouver que dans des logs, justement. Ah, tout à fait. Et justement, c'est là-dessus sur quoi j'avais justement étayé dans le post en disant bien que non, il faut faire les deux. Le mieux, c'est de faire les deux. Après, nous, on a un contexte de travail. Alors, encore une fois, je parle de ce que je vis au quotidien. On a un contexte de travail qui fait qu'on arrive et en gros, généralement, il n'y a pas de log. Donc, on s'en sort avec le couteau et voilà, quoi, on va dire. Sur le DNS, partout, en général, il n'y a pas de log. Le DNS. Surtout sur les réponses DNS. Alors, le DNS, mais également, même dans un parc, le DHCP. Savoir qui avait quelle adresse IP à un moment, c'est une tannée de base. Parce que les logs DHCP, on les trouve pas non plus. Il y a ça, il y a plein d'autres choses.
et ce qui fait que voilà, nous on a un contexte de travail où on arrive dans des environnements où il y a rien, où on considère en tout cas qu'il y a rien pour pouvoir travailler. Par contre, quand il y a des logs, c'est une mine d'or. Nous, par exemple, quand il y a un firewall qui journalise à plus de 2 heures ce qui se passe, souvent on aime bien demander justement une extraction de toutes les connexions sortantes vers des adresses IP. Et après, nous là-dessus, on fait un réagréage pour voir justement qu'est-ce que, par exemple, soit on aurait dans notre CTI, soit on pourrait voir des anomalies par rapport aux habitudes de connexion. Il y a plein de choses qui pourraient arriver. Et si en plus on a source-destination, ça va permettre par exemple de dire, OK, quels sont les équipements qu'on ne maîtrise pas sur le parc, donc par exemple tous les routeurs, et est-ce que les routeurs vont se connecter à Internet par moment, et quelles sont les adresses IP qui vont se connecter? Est-ce que c'est normal qu'ils aillent se connecter si par exemple on a que au hasard que des Ivanti, est-ce que c'est normal que certains se connectent sur des adresses IP qui ne sont pas dans les ranges Ivanti, quoi? Pour compléter ce que disait Nicolas, il y a quand même plein d'endroits où on peut retrouver le FQDN ou le domaine vers lequel quelqu'un s'est connecté sans avoir les logs réseau, ne serait-ce que parce que les environnements bureautiques aujourd'hui loguent beaucoup les dernières commandes ou les dernières exécutions. Donc on va trouver des clés de registre ou des fichiers qui contiennent les derniers accès. Si les attaquants font du lolbin, on peut récupérer éventuellement les commandes. Si on a mis en place du logging dans les événements Windows, des exécutions de commandes, des exécutions PowerShell, on peut aussi trouver de noms de domaine dedans. Donc en fait, quand on va chercher sur les systèmes, on peut trouver beaucoup de choses qui n'ont pas été loguées et qui pourtant sont là et qui sont timestampées avec le timestamp du file system ou de la base de registre. Ce qui est un peu moins le cas d'ailleurs dans les environnements Unix, Linux aujourd'hui. Sur macOS, c'est différent. On dirait que ce dont vous parliez tout à l'heure, et même maintenant, à savoir l'activité DNS, DHCP, etc., tout cela pourrait être tracé avec une sonde réseau. Est-ce que vous envisagez d'utiliser ce type d'équipement ? Alors, lors de réponse à incident, ça peut être fait en mettant un TAP. Lors d'une recherche de compromission, c'est plus difficile parce qu'il faudrait pouvoir avoir un TAP sur les différents segments réseau parce que parfois, par moment, on a des NAT qui font que ça va masquer tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment assez compliqué. Et après, il faut aussi avoir un TAP qui encaisse la charge. Si jamais on a un petit peu de télémétrie, on va dire un petit peu de flux, ça va être compliqué. Souvent, ce que font les différents vendeurs de solutions qui font ce genre de choses, ils font de l'échantillonnage. Et ils vont prendre par exemple un paquet sur 1000 et ils vont se dire dans l'ensemble on devrait voir la majorité de ce qui se passe. Néanmoins c'est la majorité et un système à signal faible pourrait passer entre les mailles. Il y a plusieurs problèmes. Effectivement, comme l'a dit Stéphane, un des problèmes c'est de savoir où collecter. La plupart des réseaux de grandes organisations modernes sont assez décentralisés et donc on a tout à fait la possibilité de collecter beaucoup de trafic et de n'en voir qu'un tiers parce qu'il y a beaucoup de trafic qui aurait été de machine à machine locale, qui ne sera pas sorti d'un site ou qui aurait été qu'entre deux sites. Donc ça veut dire que si on commence à faire de l'interception réseau, soit on a déjà ciblé sur une partie, soit on va en mettre pas mal à pas mal d'endroits et dans ce cas-là on va collecter beaucoup de données. Néanmoins, dans les papiers que je citais la dernière fois, il y a un certain nombre de gens qui disent en fait, avant de faire un hunting, avant de faire une recherche de compro, on donne un certain nombre d'instructions au client et donc on lui dit de mettre en place de la rétention de log étendue, de faire un peu plus de capture réseau, enfin d'augmenter les rétentions sur ce qu'il a, de manière à ce que quand les gens qui vont faire le hunting arrivent, il y a 3 mois de rétention propre qui permettent de travailler. Et là, c'est le cadre idéal. Mais moi, mon expérience, c'est qu'on est rarement dans le cadre idéal et j'ai l'impression que Stéphane dit la même chose. Tout à fait, on travaille à peu près dans le même cadre, y compris les fois où on nous appelle sur de la recherche de compromission et pas en réponse à incident. On fait avec ce qu'on a et si on peut avoir plus, tant mieux. Mais malheureusement, c'est pas forcément toujours le cas. Et d'ailleurs, justement, pour faire le parallèle un petit peu avec la réponse à incident, quelque chose que nous on voit assez fréquemment sur les réponses à incident, en fait, il y a une sorte de course à trouver le patient zéro. Alors, ce qui est très bien et très important parce que c'est par là qu'on va voir où est arrivé l'attaquant. Mais si je peux faire une analogie, c'est un petit peu comme s'il y avait un arbre et on part d'une branche où on a vu de l'activité et on remonte petit à petit jusqu'au tronc et là on a le patient zéro, tout est parti de là. Donc c'est très cool, c'est important et il faut le faire, c'est vraiment primordial. Par contre, l'attaquant, il est rare qu'il ait fait un one shot et qu'il soit arrivé directement sur le serveur de backup en faisant son petit bonhomme de chemin. Souvent, il va essayer de balader à droite à gauche, il va avoir fait des essais à des endroits, il va s'être trompé peut-être de serveur de backup, ça arrive aussi. Parfois, il chiffre le mauvais aussi, ça arrive.
Au final, on est plutôt sur un système arborescent. Et c'est important de pouvoir, justement, en dehors de la recherche de compromis, de la réponse incident, pardon, de pouvoir justement avoir une vision plus globale sur le parc, parce que des attaquants qui ont laissé des implants et de différentes natures, on a déjà vu par exemple un AnyDesk à côté, un Cobalt Strike, etc., et plusieurs natures d'implants différents sur des parcs, justement pour l'attaquant en se disant, bah, je me laisse plusieurs portes de secours, comme ça, quand la réponse incident viendra, ils vont shooter tous mes Cobalt Strike, mais j'aurai toujours mes 2-3 autres choses à côté. Et ça, c'est des choses qui sont malheureusement, de mon point de vue, avec mon retour d'expérience, souvent trop négligées lors des réponses à incidents qui ont pour but vraiment de dire, voilà, l'attaquant il est arrivé là, sur les machines qu'on a regardées dans la chaîne, il a fait ça. Ouais, mais est-ce que il a pas laissé un truc sur une machine, même administrateur à côté ou quelque chose comme ça? Donc voilà, la recherche de compromission apporte un segment de réponse à ça aussi. C'est un problème assez courant, tu fais bien de le souligner. Après, il y a une raison fondamentale à ça, c'est que les équipes qui font l'investigation sur la réponse à incident, souvent, n'ont pas le temps et sont pressurées par le budget de la victime, ou d'où que vienne le budget de la victime, qu'elle le paye elle-même, que ce soit l'assureur qui paye, avec cette idée qu'une fois qu'on a trouvé le point de compromission initial, il suffit de suivre les étapes et de tout nettoyer. Malheureusement, il y a quelques années encore, on aurait pu dire chez les criminels qui vont faire un sprint, vous pirater, rentrer et escalader, chiffrer en quelques heures ou en quelques jours, c'est le cas. On voit qu'aujourd'hui, ils laissent derrière eux, typiquement, il y a des implants comme Système BC qui sont notoires pour être déployés juste avant le chiffrement pour pouvoir revenir après. Comme ça, si vous avez fait votre réponse incident que vous n'avez pas fait proprement, paf, ils vous rechiffrent derrière. Ou ils suivent vos opérations de remédiation, ce qui peut être sympa aussi. Et évidemment, par contre, dès le départ, sur les attaquants sophistiqués, que ce soit de l'étatique ou du mercenaire, ça fait depuis que ça existe, que les gens laissent de multiples portes d'entrée. Et tu le soulignais aussi, effectivement, chercher les plugix qui étaient le souvenir traditionnel que laissaient les Chinois derrière eux il y a quelques années, c'était classique. On trouve une entrée, les gens sont passés par le VPN, on va chercher les plugix. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui déploient des changements de configuration de pare-feu pour exposer un service qui peuvent être compromis, qui déploient des rats légitimes, comme tu as cité AnyDesk, mais ça peut être un LogMeIn ou une autre cochonnerie du même genre, un TeamViewer, et du coup, la recherche qu'il y a à faire derrière, soit il faut tout poncer et faire le ménage, ce qui coûte très cher et qui est très difficile, soit il faut faire une recherche assez dirigée pour éliminer ces trucs-là, ou on a développé toute une stratégie de remédiation qui peut être assez longue, mais en tout cas, on ne peut pas le laisser tel quel, et rechercher ces choses-là fait partie de l'après, ou du moins de la sortie d'incident. Et clairement, aujourd'hui, dès qu'on a un incident où l'adversaire a fait preuve, je n'allais pas dire de sophistication, de compétence, c'est-à-dire l'essentiel des attaques criminelles aujourd'hui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de souvenirs. C'est vrai, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai que en 7 ans, pour le coup, qu'on fait ces activités, on a vu une vraie montée en puissance des compétences des attaquants. Au début, on voyait bien que c'était quand même au plus flouf sur le parc en arrivant. Aujourd'hui, ils font du Bloodhound pour identifier les soucis qu'il peut y avoir au niveau AD. Enfin, on voit que les attaquants arrivent formés aujourd'hui et qu'on a de plus en plus de personnes qui sont vraiment comme des pentesters. Heureusement, sur les ransomware... Qui sont des pentesters. Qui sont des pentesters, on va dire. Oui. Sauf que... Souvent qui ont été formés en pentester. Voilà, à la nuance que c'est pas le client qui les paye au début, il les paye qu'à la fin. Arrêtez de rêver, les pentesters, ils se forment en ligne. Mais de la même façon, blague à part, dans le recrutement, dans le milieu, typiquement le milieu criminel russe, l'annonce des gens qui font l'intrusion, c'est des recherches de pentesters, littéralement. Ah oui, tout à fait. Après, c'est vrai que sur tout ce qui est pentest, un pentest en entreprise, et plus particulièrement les Red Team, l'objectif n'est pas forcément de tout casser, là où justement sur un chiffrement, on va avoir des traces un petit peu plus visibles, mais on voit quand même, et ça de plus en plus, des attaquants qui vont justement avoir une certaine notion d'effacer leurs traces, juste pour pas faire casser toute leur chaîne, avec de la suppression propre derrière, des effacements de logs propres, où ils ont bien tout vérifié. On en a même qui ont passé du SD-Late à certains endroits pour être sûr qu'on puisse pas aller carver sur disque. Enfin, il y a une vraie montée en combien de compétences. passes de SD-Late? Est-ce qu'ils font une seule passe ou est-ce qu'ils font 7 passes comme recommande Gutmann? Je n'ai jamais réussi à récupérer les données après la première, personnellement. La première suffit.
Gutmann, c'était il y a combien, 20 ans, 25 ans? On est une majorité dans cet enregistrement à avoir connu ça. Oui, mais il ne faut pas oublier que la densité des disques durs, elle a légèrement augmenté. Ça veut dire que la taille des pistes magnétiques, elle a beaucoup réduit. Ah, mais c'est un argument malheureusement qui est souvent donné, mais en vrai, une passe en random, c'est largement suffisant, quoi. Enfin, Non, il faut réaliser dans un incident rançongiciel, même si on est capable de récupérer à grand effort un fichier, on a des millions de fichiers qui ont été détruits. Et ça nous est arrivé clairement d'avoir des capacités de déchiffrement qui nécessitaient de brute forcer le fichier à partir de son nom, machin, etc. Et les victimes, on a travaillé avec eux pour trouver s'ils avaient un fichier qui était important. Et je crois que le seul cas où je me rappelle que ça a été vraiment important, c'est parce que c'était le KeePass pour déchiffrer les backups. Mais en pratique, la capacité d'aller repêcher un fichier qui a été effacé ou écrasé, quand la destruction est à grande échelle, elle est rarement opérationnalisable, quoi. Alors tout à fait, et pour justement rebondir un petit peu sur la partie journaux, tout ça, assez souvent d'ailleurs les chiffrements se font par bloc avec un méga par-ci, un méga par-là, on va dire, juste histoire de shooter les fichiers, mais sans prendre trop de temps non plus à chiffrer sur la machine. Et pour les traces qu'on peut avoir, c'est assez important, on a déjà vu des EVTX par exemple se faire chiffrer par bloc comme ça. Donc oui, en effet, on a perdu des zones de données, mais il y a tout le reste entre le temps qui est exploitable. Il y a ça, il y a la MFT aussi. Alors sur une machine, la MFT par exemple, si on parle de Windows bien sûr, c'est rarement directement chiffré, mais quand on a un VMDK qui a été chiffré, souvent on va retrouver des blocs comme ça, et là il y aura des bouts de MFT, mais on aura le reste de la MFT. Et assez souvent d'ailleurs, quand on prend un VMDK chiffré, on arrive quand même à extraire, je dirais bien, 80% des informations qu'on aurait pu extraire en temps normal, quoi. D'autant que sur une machine virtuelle, pardon, allez-y. Pour les auditeurs passionnés, on a fait un épisode uniquement sur le sujet du recouvrement après rançongiciel. Oui, tout à fait. Et effectivement, d'autant que sur une machine virtuelle, les premiers gigas, ils sont occupés par le système qui est toujours le même. Mais du coup, pour compléter sur ce que tu disais tout à l'heure, vous cherchez dans les logs, vous cherchez où à part dans les logs? Alors il y a dans les logs, il y a sur le système en lui-même. Alors le système, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir des bases locales. Windows a plein de systèmes de bases locales. Pas mal sont architecturés sous la forme de type base de registre, des Hive, comme par exemple on pourrait citer les IM Cache, quoi. Voilà, il va y avoir beaucoup d'autres types de bases qui pourraient y avoir. Il y a des jets, il y a plein de types de l'ESE, plein de types de bases qui pourraient y avoir autour. Il y a aussi également les artefacts système. La MFT, on va avoir au final 4 timestamps plus 4 autres après qui est à côté qui sont plus censés être touchés. Mais à côté de ça, si on prend également au niveau du file system, on va avoir, alors ok, il y a le fichier en lui-même qui a ses 8 timestamps, mais le fichier il est dans un dossier. Et ce dossier-là aussi, il va avoir des timestamps. Et ce dossier-là aussi, il aura pu être mis à jour et avoir des reliquats sur disque. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on va avoir plein d'éléments qu'on va pouvoir comparer. On va avoir, et vraiment au niveau du système, actuellement, il y a beaucoup de choses qui, si je prends par exemple un artefact purement système, les prefetch, les prefetch, on va avoir donc les 6 dernières exécutions de l'application qui sont présentes, mais on va aussi avoir le timestamp de création du prefetch, le timestamp de modification du prefetch qui compte aussi. Et là, par exemple, ça, c'est pas d'event log directement. Donc, si les event logs ont tous été détruits, si on a encore les prefetch, on va pouvoir faire des choses. Mais ça, c'est le cas pour beaucoup d'autres choses. Il y a plein de LNK qui sont générés à droite, à gauche dès qu'on fait de l'activité utilisateur. Et fort heureusement, dans un certain nombre de cadres, des attaquants font des actions utilisateurs parce qu'ils sont aussi dans une GUI, parce qu'ils ont eux aussi l'habitude de travailler sur des GUI. Et donc, au final, on génère plein d'artefacts, plein de petits fragments à droite à gauche qui sont pas forcément des logs et qui sont tous très utiles. Par exemple, lire un fichier ou l'ouvrir avec un Word ou un Notepad, ça pour le coup on va pas forcément générer de log avec ça puisque c'est de la lecture. Par contre, on va générer des caches à côté qui vont pouvoir justement être exploités dans l'application mais également dans l'environnement utilisateur, quoi. Tu veux dire que les attaquants du futur n'utiliseront plus de GUI, ils feront du pentest as code et du Terraform pour poncer des machines? Purement en RAM. Alors, purement en RAM, c'est vrai que si on peut faire d'ailleurs aussi les collectes purement en RAM, c'est pratique. Quand on voit par exemple, même pour de l'acquisition de RAM, certains softs qui par exemple qui vont demander une grosse installation lourde à côté, c'est vrai que parfois c'est un peu dommage d'altérer la preuve autant pour faire une collecte justement de la preuve qu'on voulait pas trop altérer, quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est souvent parce que ce sont des logiciels qui sont faits pour recueillir de la preuve qui est de la preuve d'usage de la machine et pas
pas de la preuve de compromission de la machine aussi. Tout à fait, c'est vrai que le cadre de la réponse à incident va très fortement différer d'un cadre de preuve légale, où dans la preuve légale, l'objectif est vraiment la pure sanctuarisation de la preuve en elle-même, là où sur un cadre de réponse à incident, on sait que la preuve elle est compro normalement. Donc bon, on va devoir s'autoriser des choses, par contre, on doit savoir qu'est-ce qu'on a altéré sur la machine. Et alors, la question cruciale sur la recherche de compromission, bon, si on cherche sur un parc assez grand, on va toujours trouver un ou deux malwares qui traînent, qui ont été exécutés, un keylogger, des logiciels piratés, enfin, entre le porn et les trucs perso, sur tout parc assez grand, il y aura toujours un peu de malware. Par contre, si on ne trouve pas de compromission significative, d'activités récentes ou de choses comme ça, on peut chercher infiniment. À quel moment est-ce que vous vous arrêtez ? Alors nous, généralement, on s'arrête, il y a plusieurs leviers sur lesquels on s'arrête, ça va être déjà suivant l'homogénéité du parc. Si le parc est très très homogène, on va pouvoir aller très très loin. Ça nous est arrivé, par exemple, pour un petit retour d'expérience là-dessus, un parc qui était avec des admins aussi qui connaissaient parfaitement leur parc. Mais quand je dis parfaitement, attention, c'était énervé, quoi. On a pu aller jusqu'à identifier un driver, qui était un driver HP, je crois, avec une chaîne de certificats qui n'était pas la même que les autres. Je sais plus si c'était un driver HP ou Dell. Et en gros, normalement, le parent, enfin le top du certificat était Komodo. Et là, on en avait un qui était signé par Sectigo. Et pas de bol, normalement, c'est pas Sectigo qui les signe. Et là, pour le coup, c'était pas un driver de l'éditeur. Et donc voilà, sur des cadres comme ça, avec des SI très matures, on peut aller très loin. Sur des SI où il y a encore des dossiers utilisateurs avec des administrateurs qui sont partis et où il y a encore des tâches planifiées qui exécutent les points bas qu'il y a dedans, on va devoir aller un peu moins loin, sinon on va noyer le client de question et c'est pas le but du jeu, c'est que le client aussi puisse porter une attention. Alors moi je dis client, mais la société, enfin, ou la société qui fait l'audit en tout cas, va devoir apporter une certaine minutie sur chaque réponse parce que chaque question est importante et donc il faut réussir à sélectionner un peu les questions. Donc voilà, réussir à savoir où est-ce qu'on s'arrête. Alors déjà, juste pour rebondir aussi sur le fait de ce qu'on cherche, il y a d'une part les traces de compromission actives, donc ça c'est bien sûr sur la machine, mais nous ça nous arrive très souvent, donc je dirais à peu près un tiers des cas, de voir des traces de compromission passées, plus ou moins récentes, mais passées et que donc la victime, on va dire, n'était pas consciente. Et d'ailleurs souvent notre question c'est est-ce que vous avez fait un pentest à telle période? Si la réponse est non, c'est quand même pas bon signe parce que quand on pose cette question-là, c'est quand même qu'on a quelques traces de pentest, on va dire. Oui, surtout que les pentests laissent souvent des reliquats mal nettoyés. Également, enfin le nombre de LSAS qu'on a retrouvé, des NTDS, tout ça, y compris parfois c'est à l'insu des pentesters parce que ils ont lancé un programme pour aller collecter par exemple LSAS. Le programme a à moitié planté, donc ils ont fait un contrôle C, ils se sont dit bon ça va. Le problème c'est qu'on a toujours la tâche planifiée en fond qui tourne en boucle et qui va faire le dump LSAS en permanence. C'est des choses malheureusement qui arrivent et ça aussi, sans compter après les pentests où après, en sortie de pentest, les personnes, les auditeurs ont oublié de dire tiens, on a laissé des artefacts ici. Et ça, d'ailleurs, voilà, c'est quelque chose que je pourrais conseiller à toutes les sociétés qui font appel à des pentesters, juste d'avoir dans le rapport une partie sur ce qui a pu être laissé sur les machines, qu'est-ce qui a été utilisé sur les machines. C'est important parce que si un jour, vous avez justement un incident ou une recherche de compromission qui passe et vous dit tiens, est-ce que c'est normal qu'on a des reliquats d'un Mimikatz ici, juste de pouvoir dire alors oui, en effet, il a bien utilisé un Mimikatz sur cette machine-là, quoi. Oui, ou des copies du ntds.dit dans /tmp que récupèrent des vrais attaquants par-dessus. Ça fait toujours plaisir. Les pentesters qui pentestent, c'est bien. Le pentester qui penteste en connaissant ses outils, c'est quand même légèrement mieux. Ouais. D'ailleurs, dans les traces, je repense à ça, je suis désolé, je fais une ellipse. Dans les traces, justement, qui sont pas des logs et qui peuvent être des logs si on les gère bien, quelque chose qui nous avait à un moment mis le doigt sur une compromission. L'attaquant avait tout bien nettoyé. Vraiment, le parc, on a galéré pour réussir à trouver d'où est arrivé l'attaquant. Et en fait, on l'a réussi à le trouver par rapport à un pic de crash. Il y avait 2 pics de crash, un pic de crash sur une application et un autre pic de crash avec des blue screens sur une autre machine. Et en fait, c'était un attaquant qui était passé il y a quelques temps et grâce au mini-dump, on a pu justement identifier que ces crashs-là spécifiquement étaient liés à une exploitation de je sais plus quelle vulnérabilité, si c'était un zéro logon ou autre. Mais voilà, il y avait une exploitation de vulnérabilité qui avait une sur machine et un autre. Donc là, c'était avec les mini-dumps et l'autre, c'était dans les dossiers web
malware. On avait retrouvé justement un pic de crash de 2IS qui nous a permis d'avoir l'indication que l'attaquant était arrivé par ce serveur-là qu'il y avait eu. Et encore une fois, on n'est pas sur vraiment des journaux parce que c'est rare qu'on journalise les crashs des applications. Il y en a qui le font et c'est très bien. Et d'ailleurs, ça apporte énormément d'informations au niveau qualitatif. Mais là, par exemple, dans ce cadre-là, on a dû chercher énormément pour réussir à trouver à la fin, tiens, là, il y a une anomalie. Alors, on était dans un cadre, en fait, de recherche de compromission post-exfiltration. Donc, il y avait eu une exfiltration de données, on savait qu'il y avait eu compromission. C'est pour ça qu'on est allé chercher un peu plus loin que ce qu'on aurait fait, puisqu'il n'y avait plus de traces de persistance de toute façon sur le parc. Et alors, pour des gens qui voudraient commencer dans la recherche de compromission et qui pensent que c'est le moment où qu'ils veulent en faire, par où est-ce qu'ils devraient commencer ? C'est vaste, mais j'ai envie de dire quelque chose de très simple de base. Si ils ont rien et qu'ils veulent déjà commencer à journaliser, souvent ce que je conseille, c'est le minimum à journaliser, c'est les créations de process avec process parent, fils, command line parent, command line fils. Si déjà on a ça, on peut déjà voir la majorité des activités d'attaquants. On les verra pas tous, hein, il y en a qui réussissent à faire des choses un peu plus subtiles, mais honnêtement, c'est rare qu'un attaquant passe entre toutes ces mailles de filet et c'est quelque chose qui prend pas tellement d'espace au final au niveau stockage. Donc des choses comme ce que génère Sysmon ou AuditD sous Linux, quoi. Tout à fait. Alors Sysmon, j'apporterai juste un point de précision là-dessus. Souvent, les personnes appliquent des règles, en fait, ils essayent d'utiliser Sysmon comme un outil de détection. Or, c'est mon avis personnel, mais je ne conseille pas d'utiliser Sysmon dans ce format-là, mais plutôt comme un outil de journalisation. Parce que sinon, on va sortir toute l'activité qui pourrait être liée à de l'activité avec des tools Windows. Et or, lors d'une compromission, c'est important cette activité, justement, sur toutes les activités Live Out of the Land, tout ça, qui justement ont des fonctionnements qui justement font en sorte de se noyer dans l'activité normale, quoi. Oui, tous les appels à certes utiles ne sont pas légitimes. C'est bien de les surveiller, en effet. Ouais, c'est vrai que, en effet, et pour se lancer justement dans de la recherche de compromission sur son parc à soi, là je parle, c'est pour ça que je parle de log à activer, tout ça, essayer juste d'augmenter sa télémétrie sur tout un tas de choses. Par exemple, Sysmon, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir les récupérer sur vos machines, d'avoir un système de stockage centralisé, déployez Sysmon avec une configuration minimaliste. Et puis, si à un moment vous avez un doute sur quoi que ce soit, au moins vous allez avoir de la rétention sur la machine sur laquelle vous allez pouvoir gratter. Et c'est déjà mieux que rien. C'est pour ça que voilà, avoir un Sysmon, déjà, ça coûte pas très cher en soi. Ça pourrait être une excellente conclusion, mais est-ce que ce serait pas le moment d'apporter le mot de la fin ? Alors le mot de la fin là-dessus, si je reprends un petit peu justement le contexte de l'émission, ce serait d'essayer de voir de façon un petit peu plus large votre parc en dehors de l'aspect compromission en elle-même, réponse à incident en elle-même. Essayez de considérer que de toute façon que votre parc est sujet à des attaques et si c'est pas pour vous, c'est pour un de vos clients potentiellement. Et donc qu'il faut toujours réussir à considérer le parc comme potentiellement compromis et avoir de façon globale des systèmes de contrôle de ce qui se passe, au même titre qu'on a des systèmes de contrôle dans le logiciel qui permettent de vérifier qu'un programme agit bien comme il devrait agir, vérifier que vos systèmes d'information agissent bien comme ils devraient agir, quoi. Ça peut paraître évident, mais c'est très compliqué à faire en réalité. Et si vous arrivez à le faire, d'ailleurs, vous devriez pouvoir trouver la majorité des attaquants. Bon, eh bien, Stéphane, merci beaucoup d'avoir merci beaucoup plutôt de nous avoir proposé ce complément d'information. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Ouais, c'était super. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.